Donc là, on va parler de presse et magazine de jeux de rôle, état des lieux et ambition pour 2022. Et donc, tout de suite, la première question, avant d'ambitionner pour 2022, il faudrait peut-être partir sur l'existant. On a vu en 2021 un nouveau magazine de jeux de rôle qui a un petit peu fait parler de lui sur la presse française, essayer de trouver sa place dans l'écosystème déjà existant. Et si on essaie d'élargir un peu le débat, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état des magazines rôlistes en fin 2021, là, parce qu'on est quasiment à Noël? Qu'est-ce que vous pensez pour ceux qui ont une expérience aussi sur l'avant? Qu'est-ce que ça a évolué? Comment ça a évolué? Et puis, quand on parle de magazine, il faudrait déjà définir qu'est-ce qu'on appelle le magazine? Parce que est-ce que les fanzines ont suivi le même parcours que les magazines avec le temps? C'est un peu la question que je voulais poser à ceux qui vont intervenir. Et puis, profitez-en pour vous présenter un petit peu si vous voulez bien. On pourrait commencer par ça, oui, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Souvent, les noms sont connus, mais des fois, pas forcément les visages. Donc, dire effectivement qui vous êtes et puis à quelle publication vous avez collaboré ou collaboré actuellement, vous avez collaboré par le passé. Je commence dans le tour des aiguilles d'une montre par rapport à ce qu'affiche mon écran. Donc, Sébastien Sellerin, merci beaucoup d'être là, Sébastien. Merci d'avoir répondu pour cette table ronde comme l'an dernier déjà, c'est vraiment sympa. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton… Alors, je sais qu'il y a le curriculum vitae est long, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait dans la presse et dans la presse rôliste? J'ai été pigiste à l'époque de Casus Belli, quand le titre avait été repris par Multisim. Et puis, j'ai dirigé Krayavok, qui était la revue de Rackham, qui avait une petite section jeu de rôle grâce à Cadwallon, son jeu tactique. Et puis ensuite, Titam m'a proposé d'être le rédacteur en chef de JDR Mag. C'est ce que je fais aujourd'hui. Julien Blondel. J'ai pas entendu la fin de ta phrase, pardon. Je disais, oui, quel est ton parcours dans la presse rôliste? Alors, moi, je suis plutôt dinosaure là-dessus. C'est pour ça que ça m'intéressait. Je suis plus actif dans la presse aujourd'hui. Mais j'ai commencé le jeu de rôle par la presse, Casus Belli en 94, je crois. J'ai beaucoup écrit en tant que pigiste, scénariste pour Casus à l'époque Excelsior, si je me souviens bien. J'ai été débauché par Backstab, dont c'était la spécialité. Je suis devenu rédacteur en chef de Backstab sur 4-5 numéros après quelques années. J'ai beaucoup bossé en presse, en fait, c'était la moitié de mon travail d'écriture, en plus de faire des suppléments pour les éditeurs ou des jeux. C'est là où il y avait la moitié de mon travail, c'était de la presse, secrétariat de rédaction, des dossiers, des interviews, des scénarios. Et pendant, je pense, 7 ou 8 ans, ça a été la moitié de mon activité d'écriture. Moi, j'ai été formé par la presse. Je pense que le jeu de rôle tel qu'on l'a aujourd'hui doit beaucoup à ce vivier de recrutement qu'ont été les magazines pour les illustrateurs, pour les auteurs, permettaient de faire leur classe, de se tester, d'être publiés. Et ensuite, en presse, j'ai travaillé pour des presses plus généralistes, des presses jeux vidéo, des presses musicales. De gros d'activité vient de la presse rôliste. Voilà. Ok, merci. Julien de Jaeger. Oui, attends, je change juste mon nom justement pour que ce soit un peu plus complet. Oui, donc moi j'ai été, après une période dans les fanzines, j'ai lancé Dissident il y a 10 ans maintenant, qui a duré 7 ans, et puis c'est terminé maintenant, mais il y a le fixe qui continue avec une équipe très, très similaire. Sinon, à part ça, je bosse principalement dans le jeu de rôle, donc ça reste une activité que je connais et la presse, ça reste un intérêt fréquent. Thomas Bergeron. Ouais, bonjour à tous. Belli actuellement. Bonjour Thomas, merci d'être là comme l'an dernier déjà, merci beaucoup. De rien, merci de l'invitation, c'est cool. Donc moi, j'ai travaillé dans la presse sportive de 2005 à 2016. Parallèlement, j'étais associé
d'une toute petite société Black Book Edition qui s'est développée. Et j'ai rejoint les copains en 2016 en tant que responsable d'édition sur la créa française. Mais avant ça, je leur ai filé un coup de main à partir de 2013-2014 sur Casus, justement, qui avait du mal à trouver une régularité. Donc, je suis venu m'occuper, prendre la rédaction en chef de Casus. Depuis, ça dure depuis une trentaine de numéros. Voilà. Et voilà, pour une présentation rapide. Très bien. Thomas Robert, alors je voudrais préciser qu'on n'est pas de la même famille. Hein. Je sais que le jeu de rôle est une activité particulière qui pratique particulièrement le népotisme et l'endogamie et toutes ces choses. Mais blague à part, je ne sais pas ce que tu as fait dans la presse Roliste. À quoi est-ce que tu as participé? En fait, je suis pigiste et la seule particularité, on va dire, c'est que j'ai participé à 2 incarnations de Casus, donc le Casus Belli de Multisim et puis maintenant le Casus de Black Book. Très bien, merci beaucoup. Mon Kerlaft, est-ce que tu as déjà, œuvré dans la presse Roliste? Eh ben, non. Je gravite toujours autour. D'ailleurs, je vous salue tous. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Je gravite toujours autour. J'essaye de donner les petits coups de main, réunir les uns les autres. À une époque, je tenais un blog qui commençait à avoir un petit peu de succès avant que je le transforme en outil multimédia à l'usage de jeunes créateurs qui veulent rencontrer leur public. Mais non, j'aurais donné mon avis en tant que vieux utilisateur de la presse rôliste, même avant qu'elle soit rôliste, où on arrivait à trouver dans des magazines des petits encarts ou une annonce comme quoi on avait les premiers balbutiements du jeu de rôle. Voilà. Et puis parmi les gens qui sont là aujourd'hui, aussi Pierre Rosenthal. Je ne sais pas si Pierre, si tu nous entends. Ah, oui, voilà. Je suis là. En fait, oui, je suis venu pour le sujet de la conférence, c'est-à-dire le futur des magazines de jeux de rôle. Donc, je suis plus intéressé par le futur que par le passé. Le présent m'intéresse aussi. Donc, en fait, j'ai fait partie de la première incarnation de Casus Belli. J'étais rédacteur en chef adjoint de ces éditions-là, sous la direction de Didier Guizrix. Et voilà. Et maintenant, je suis là pour vous écouter. Super, merci beaucoup. Alors, par rapport à la question de lancement, par courtoisie, je pense que c'est mieux de ne pas parler des magazines qui ne sont pas représentés autour de la table parce qu'ils ne pourraient pas répondre et donc ce ne serait pas très courtois. Mais on peut dire en tout cas qu'on a vu que ce n'est pas toujours facile d'arriver dans le paysage ludique et dans le paysage de la presse ludique et que ce n'est pas toujours facile de s'installer. On peut faire des erreurs, on peut avoir des hésitations, on peut avoir des difficultés à se caler, etc. Dans vos souvenirs, quand vous êtes arrivé, combien de temps est-ce que ça vous a pris pour comprendre les usages, pour prendre un peu la dimension de cette activité, soit de rédac chef ou de pigiste, etc. Le choc d'acclimatation, est-ce que vous en souvenez? Comment est-ce que ça vous a paru? Le public et puis les collègues n'étant pas toujours tendres. Qu'est-ce qui veut répondre là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'un bon accueil ou d'une mauvaise expérience? Peut-être Julien de Jaeger avec Dissident. Moi, j'étais dans l'aventure Dissident et ouais. Je me souviens que les débuts étaient assez flamboyants et puis après, il faut durer. C'est ça, bon. Clairement, au niveau de l'accueil, on n'a eu aucun souci. Je pense que les rôlistes sont toujours friands de nouveautés, de choses qui parlent de leur loisir de toute façon. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment eu aucun problème. On a essayé de faire de la qualité, donc je pense que ça s'est vu aussi. Après, c'est sûr que dans un modèle qui était bénévole comme nous, c'était très compliqué de durer. On a réussi à se lancer grâce à un financement participatif. Et après, on a duré grâce aux abonnements. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il fallait renouveler souvent l'équipe avec des gens qui arrivaient, qui étaient motivés. Parce qu'au bout d'un moment, quand on n'est pas payé, malheureusement, c'est normal, ça devient plus compliqué. Il y a la vie qui prend le pas un petit peu sur le
sur le JDR, quoi. Il y a eu aussi des époques où certains titres se tiraient la bourre quand il y avait une petite concurrence, en général plutôt fantasmée que réelle d'ailleurs. Aujourd'hui, vu de ma fenêtre, j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus consensuel. On en parlait déjà l'an dernier, il y a une belle collaboration qui se met en place parfois. Déjà, la preuve, vous êtes là tous autour de la table pour cet événement caritatif. Et puis, les relations sont cordiales, amicales, etc. On est content de se voir sur les événements. Est-ce que vous sentez encore un peu des tensions comme il y a pu y avoir, ou bien c'est vraiment complètement du passé? Est-ce que, par exemple, pour vous, les nouveaux médias, la vidéo, les podcasts, des choses comme ça vous a libéré par rapport à ce qui était un bocal un peu plus réduit, un peu plus clos auparavant? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a donné de l'oxygène, le fait que tout le monde s'y mette finalement, chacun à sa façon? Tu parles sur quelle période aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, par rapport à une période où il y avait un ou deux acteurs, les années 80, début 90, il y avait un ou deux magazines phares. Et puis, ça faisait peut-être plus tirage de bourre quand il y avait qu'un ou deux titres, deux ou trois titres, pardon. Juste sur ça déjà, parce que c'est vrai que c'est fantasmatique, hein, la grande époque de chez Smith d'en face, l'époque Cassius Backstab, par exemple, pour parler que des magazines francophones, quoi. C'était du storytelling, tout ça, en fait, hein. C'est un marché qui a toujours été relativement modeste, limité, même si c'était l'époque 90-2005, c'était l'âge d'or, hein, la profusion, des éditeurs, des magazines, beaucoup de créations, un marché aussi. Il y a eu des grosses années creuses avant que ça redémarre de façon flamboyante et commercialement solide depuis quelques années, et c'est très positif. Mais la grande époque de la presse française dont on parlait, là, 90-2005, le côté Cassius Backstab, c'était OM-PSG, ça servait aux deux équipes. C'était pas que du storytelling parce qu'il y avait des vraies différences, mais il y avait des histoires de personnes, il y avait des histoires de cul, des histoires de grande gueule, qui fait qu'entre Cirrhose et Multicine, blablabla, mais au final, c'était révélateur d'une envie de faire du jeu de rôle comme ça, en fait, en France. Backstab s'est créé parce qu'il y avait un marché, on identifiait un ton qui manquait selon une partie du lectorat, selon les gens qui l'ont fait en premier lieu, ce magazine, mais les chiffres de vente et la communauté qui s'est agrégée autour ont montré que ce n'était pas un feeling complètement déconnant, parce que Cassius était ancré, avait une certaine ligne éditoriale qui était très claire, qui était généraliste, qui était neutre, bienveillante, avec garde-jeu, qui était pas dans la polémique, qui n'était pas dans l'actualité, qui était dans le jeu de rôle, pur et dur, le matériel de jeu, la news. Et Backstab, c'est né de et si on venait un peu pimenter tout ça, quoi. Et donc, ça a été du storytelling de Backstab Cassius. Il n'y a jamais eu de vrai truc grave entre les deux magazines, ni entre les gens. Et enfin, nous, on se connaît avec Sébastien de cette époque, début de Multicime. On était chacun les incarnations des deux boîtes qui étaient censées pas pouvoir se voir en peinture. On est toujours très potes. Et en fait, les gens communiquaient entre les deux rédactions, les éditeurs et tout ça. Donc, c'est aussi ce qui fait un marché, c'est d'avoir des acteurs très différents, très positionnés les uns les autres, qui deviennent complémentaires, qui ensuite créent un petit narratif les uns les autres. Mais je pense que trois magazines qui font la même chose, il y en a forcément qui vont mourir. L'image du panda de Croc, elle est valable même pour un magazine papier. Par contre, si tu as deux ou trois magazines très différents, très complémentaires, très positionnés, que ce soit il y a 20 ans ou aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce soit ça qui crée des relations conflictuelles. C'était fun. Ouais, ça l'est toujours, je crois. Non, mais c'est vrai, là, je trouve que c'est à chaque fois qu'on parle de la fin des années 90, il y a cet écho à cette forme de storytelling, mais je crois qu'elle n'était même pas forcément choisie, programmée, délibérée. C'est-à-dire que c'est l'époque où il y a beaucoup de développement de forums, et à cette époque-là,
la communauté qui suit chacun des magazines, elle ressent certaines prises de position, certains tons comme étant la volonté de se confronter à l'autre magazine. Et c'était pas forcément le cas. Enfin, moi, j'ai plein de souvenirs de conventions ou de salons d'importance où Julien, moi, André Déo-Déves, plein de gens qui collaboraient à la presse, rencontraient les auteurs et les éditeurs au même moment, parce que c'est pas un secteur d'activité où il y a des raisons que un acteur commercial du marché s'enquille plusieurs rendez-vous d'affilée d'une heure pour dire la même chose, et où il y avait un côté un peu amusant qui était, on lisait le numéro du confrère avec intérêt pour savoir comment il parlait du truc que nous on avait aussi couvert, et je ne compte plus les fois où on se covoiturait pour aller ou revenir de ces événements. Donc cette rivalité-là, je pense qu'elle était beaucoup dans l'imagination des joueurs, ce qui ne veut pas dire pour autant que tout le monde s'appréciait, parce qu'effectivement, il y avait des personnes qui... je pense que si un auteur est préféré être publié chez quelqu'un plutôt que chez quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il s'y sent mieux, tout simplement. Mais de là à dire que ça affectait les journaux possédés par ces éditeurs, moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Hein. Alors aujourd'hui, comme tu disais, Julien, la différenciation, chacun a fait un peu ses choix différenciants. Bon, j'ai eu le choix d'arrêter pour Dissident, c'est un choix différenciant, un peu total, mais c'en est un. Mais autrement, il y a ceux qui choisissent d'être en kiosque et puis ceux qui choisissent de vendre à distance ou aux abonnés. Mais ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce que vous vous portez en tant que titre de la presse? Est-ce que ça va? Comment vont les affaires? Ça va, merci. Ça va bien, ouais. Je pense que tout le monde pourra dire un peu la même chose. Moi, avant qu'on parle de ça, je voulais... ta question me fait penser à quelque chose qu'a dit Julien tout à l'heure, et il avait l'air d'associer la difficulté, même il associait la difficulté de pérennité avec le fait que c'était une dynamique bénévole au sein de Dissident. Je pense que toutes les personnes qui ont travaillé dans des organes où il y a des piges ou des revenus réguliers, il y a la même difficulté en fait. Je ne crois pas que Oui, ce soit forcément la rémunération. C'est-à-dire que la réalité, c'est que quand on se rapproche d'un magazine, c'est pour une passion pour le jeu de rôle. Et puis une fois à l'intérieur, on découvre en fait qu'on a une passion pour certains jeux de rôle. Or, collaborer à une aventure de presse, c'est aussi recevoir des commandes, de se dire, tiens, on a besoin de quelqu'un pour couvrir telle nouveauté, tel jeu, pour aller rencontrer tel acteur du marché. Et puis, on n'aime pas ce jeu, on s'y sent pas bien, on ne sait pas avec qui y jouer. Et il faut quand même faire le boulot. Et ça, c'est vrai que je pense que s'il y a peut-être un moment, tu vois, de déception, que tu parlais d'atterrissage un peu difficile, c'est pas tellement, je pense, un titre par rapport à un marché, mais plutôt les participants à ces titres qui arrivent avec l'idée que ça va être super, ils vont jouer à ce qu'ils veulent, ils vont pouvoir partager à fond la passion qu'ils ont pour tel ou tel jeu, et ils découvrent un environnement où il y a eu une exigence, il y a être en capacité de faire preuve de bienveillance par rapport à tous les acteurs, tout en sachant qu'il y a des sociétés très installées avec des gros moyens, et puis il y a des gens qui sont moins installés avec des plus petits moyens, et pour autant, ils y mettent le même cœur à l'ouvrage. Donc après, voilà, je pense que c'est plutôt ça qui est difficile, et même quand on est rémunéré pour le faire, quoi. Si je peux me permettre d'amener une petite précision, c'est vrai que la presse rôliste, on est sur deux objets et deux champs, en tout cas deux champs économiques où en fait il y a des moyens qui sont quand même malgré tout limités. C'est-à-dire que la presse en kiosque, c'est un domaine qui souffre énormément. Donc, on est ravis d'entendre de la part de Sébastien que les choses vont bien parce que c'est difficile pour vachement de gens. Et puis, l'économie du jeu de rôle était pratiquement morte, on va dire, en 2010 ou fin des années 2000 et connaît avec les crowdfunding et le développement récent du marché une embellie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que donc, la presse sur le jeu de rôle a été à la conjonction de deux économies très très délicates et ce que
Et ce que Julien explique sur Dissident, donc nous, c'est comme JDR Mag, on paye nos pigistes. Tous ceux qui travaillent sur Casus sont payés. Après, pour être honnête, on n'est pas sur des tarifs de pige qui sont ceux de la presse conventionnelle. En fait, il ne faut pas se leurrer. Nous, l'objectif de Casus, c'était que le titre existe à nouveau, que les gens qui y travaillent soient rémunérés, tout en gardant un prix assez bas, parce que l'idée, c'était vraiment de diffuser que le titre existe. Mais on n'est pas sur des tarifs de pige, on va dire, classiques pour une presse généraliste nationale, sachant que déjà ces tarifs-là, et le métier de journaliste fait partie des métiers les plus difficiles, je crois. Il y avait un sondage qui était paru sur les pires métiers du moment, et journaliste était classé assez haut, contrairement à ce qu'on croit. Donc ça, c'est pour dresser un peu les bases du constat de la discussion, c'est-à-dire qu'effectivement, et ce que décrit Julien, on le vit aussi, nous, à Casus, c'est-à-dire qu'il faut garder la motivation, il faut assurer un turnover de l'équipe, parce que même si on propose des piges au tarif le plus correct qu'on puisse proposer, on s'adresse avant tout à la motivation des gens, et donc il faut s'appuyer sur une équipe très large, il faut arriver à maintenir les envies, l'énergie, etc. Et donc ça, c'est pour moi qui ai collaboré à des titres de presse où tout le monde était professionnel, dans le sens où c'était le boulot de tout le monde, et ben, c'est une économie et une dynamique très différente d'arriver. C'est pour ça que c'est un véritable challenge à durer dans le paysage aujourd'hui tel qu'il est, et malgré le fait que la santé du JDR français s'améliore et se soit beaucoup améliorée ces dernières années. Alors, je vais être obligé de faire un tout petit peu la police. Mon Carlaft, est-ce que tu peux couper ton micro? Il y a des Bien sûr, bruits qui excusez-moi. nuisent à la Bien bonne sûr. compréhension des propos. Merci beaucoup. Exactement, cherchez comment ça marche. Voilà, merci. Alors, une petite question, David, si oui, tu me permets. Je t'en prie. Je fais mon Francis de Backstab parce que je ne sais pas si c'est une question que se posent tous les lecteurs de magazines, mais je pense que, en tout cas, moi, c'est mon approche, qu'il n'y a pas de tabou sur les chiffres, et ça permet aussi à tout le monde de vraiment mesurer ce que c'est que des chiffres de vente, ce que c'est que la rémunération d'un auteur ou d'un pigiste ou d'un dessinateur, et à quel point, peut-être pour certains projets éditoriaux, les gens qui le font malgré tout, ou le font parce qu'ils veulent le faire. Et je pense que ça peut être utile de mettre des chiffres sur ce dont on parle. Moi, je me souviens de ce qu'on gagnait à l'époque en presse, jeu de rôle, sur une dizaine d'années, hein, jusqu'en 2005, sur 5 ou 6 magazines différents. Et je vois ce qu'on peut gagner aussi en presse, ce qu'on pouvait gagner en presse à l'époque, en presse jeux vidéo, en presse musicale, ou en presse jeux de cartes à collectionner. Dans la même société, ce n'était pas forcément les mêmes tarifs selon les tirages de vente. Est-ce qu'on peut parler de combien on paye un pigiste aujourd'hui, et de combien vend un titre de presse jeu de rôle aujourd'hui, pour donner des Mais vrais... oui, on peut en parler. Je suis content de revoir Francis de Backstab. Il m'avait manqué, ça me fait un petit côté nostalgie. Mais oui, on peut en parler. Vous tirez à combien du côté de Jeux de rôle mag? Nous, on confie 2700 exemplaires à la messagerie lyonnaise de presse, et on confie 300 exemplaires à Novalis, qui est donc la branche diffusion jeux très expert du groupe Asmodée. D'accord, donc 3000 tout compris. Ouais, 3000 tout compris. Il y a des fois, c'est 3005, mais bon, c'est parce que à ce moment-là, les lettres papier et le coût du papier fait qu'on peut se permettre de pousser un peu le tirage, parce que de toute façon, on va le payer, le papier. Donc... Et du côté de Thomas, vous tirez à combien du côté de chez Casus? Eh ben, on approche les 6000 exemplaires imprimés à chaque numéro. D'accord. Alors après, pour les tarifs, je suppose que c'est variable, mais est-ce qu'il y a un tarif syndical de base, une rémunération à la... Je me permets, David, avec une différence quand même entre Casus et JDR Mag qui n'est pas négligeable, qui est que JDR Mag est en kiosque. Et c'est toujours une pression énorme sur un titre quand il est en kiosque. Donc c'est aussi pour ça, des fois, tu n'as pas forcément intérêt à beaucoup plus tirer pour en kiosque, parce que tu vas payer la destruction des ouvrages. Donc
Enfin, Sébastien, si tu veux compléter là-dessus, mais ça a l'air d'être un gros écart. Je ne pense pas qu'il y ait un tel écart comment Il y a dire. forcément un écart, parce que je pense que si Casus Belli imprime 6000 exemplaires, c'est qu'ils les vendent, sinon ils ne les imprimeraient pas. Et donc, eux, ils sont pas confrontés à ça. Non, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, en diffusion de presse, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que l'éditeur, il n'est pas rémunéré de manière fixe sur l'exemplaire. C'est-à-dire que la diffusion de presse, c'est pas vous payez 9,50 ou 9,90 et nous, on va toucher par rapport à ce qui serait normalement le monde du jeu, 4,50. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce qu'il y a, c'est que moins ils en ont à traiter à récupérer au terme de la période. Donc, nous, par exemple, on est trimestriel. Donc, le numéro, là, il va sortir aux environs du 20 décembre. Quand on sera le 20 mars, moins il y a d'exemplaires à récupérer dans les kiosques et moins il y a d'exemplaires qui traînent en salle des ventes et moins il y en aura donc à détruire et plus on va gagner notre vie sur ce numéro. Par contre, donc du coup, c'est vrai qu'on est confronté un peu à un dilemme, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des territoires dans lesquels on n'est pas présent, parce qu'on ne peut pas l'être, pour la simple et bonne raison que ça nous demanderait d'augmenter le tirage. Donc, mais si jamais ce n'est pas aussi fluide que sur ce tirage étriqué, eh bien, ça peut nous tuer, en fait, tout simplement. Donc, c'est Titam qui fait le choix d'avoir cette visibilité en presse, de maintenir un titre avec cette équation-là. Il y a eu une époque où c'était un peu plus parce qu'on avait des abonnés, notamment au moment où Titam a repris, mais on n'a pas réussi en fait à fidéliser. Je pense que c'est le fait qu'on soit trimestriel qui est en cause. Maintenant, aujourd'hui, de par l'organisation de Titam, qui est un jeune éditeur et qui n'a pas l'assise financière de Black Book, on n'est pas en capacité en fait de financer une force de travail qui nous permettrait d'être sur un rythme plus resserré et qui serait sans doute la clé pour avoir davantage pour avoir des abonnés, tout simplement. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une réalité, c'est-à-dire que indépendamment de la qualité du contenu des uns et des autres, je pense que les dirigeants de Black Book, ils ont compris avant beaucoup d'autres acteurs commerciaux du jeu, parce que pour avoir moi-même participé à des discussions à ce sujet avant leur reprise, Black Book sont sans doute les seuls à avoir compris qu'il y avait une valeur patrimoniale dans le titre de Casus Belli, et que même s'il y a eu, je pense, des périodes qui étaient plus fastes que d'autres pour tout un tas de raisons, eh bien, il y avait un attachement en fait à chacun d'entre nous pour ce titre. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça qui se passe. Et puis enfin, je pense que Zbeli, enfin Thomas parlera mieux que moi, mais a aussi une de très très grande facilité à pouvoir traiter de bien meilleure manière que quiconque les licences très populaires que Black Book peut se payer, quoi, tout simplement. Je sais pas, Thomas, si tu veux répondre là-dessus ou compléter. Oui, bah après, comment dire, j'en avais parlé l'année dernière, mais la reprise du titre Casus s'est fait dans des circonstances très, très fortuites, mais en fait, dans la vie et dans le business, c'est souvent des petits événements qui font que derrière, ça amène à d'autres aventures. Mais en fait, c'était Tristan et Stéphane qui avaient relancé Casus, donc la V3 je dirais en 2008. À l'époque, nous, on avait une volonté d'exister éditorialement avec Black Book et on avait lancé Black Box pour quelques numéros collector. Où on avait appris plein de choses à la dure là-dessus, et notamment effectivement la diffusion en kiosque. Ça, c'est le fameux atterrissage difficile dont je parlais tout à l'heure. Quand on lance un titre, parfois c'est… Oui, bah, de toute façon, c'est le réglage dont parlait Sébastien, c'est quelque chose de… On a très vite fait de rentrer dans un serpent qui se mord la queue. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est ce qui fait que, en fait, quand on a rencontré Stéphane et Tristan qui avaient relancé Casus, nous, on les avait soutenus dès le départ avec Black Book en achat publicitaire parce qu'on… je veux dire, comme plein de releases de notre génération, on était super attachés à Casus, qui était, moi je l'appelle comme ça, le phare dans la nuit rôliste, quoi. Moi, j'habitais dans une petite ville où il n'y avait même pas de boutique. Mon seul lien à l'époque, pour les jeunes, il n'y avait pas Internet. Et donc, Casus était vraiment
pour moi, le seul lien à la culture rôliste avec quelques conventions. Mais quand on est lycéen, c'est difficile de se déplacer sur des conventions. Donc bref, on avait un très fort attachement à Casus. On était ravis de voir qu'il se relance. Et puis, Stéphane et Tristan se sont heurtés de plein fouet à la dure réalité des kiosques. C'est-à-dire qu'ils avaient un tirage qui était important, ils avaient des ventes qui étaient importantes, mais ils avaient ce qu'on appelle un taux d'invendu qui était vraiment... qui faisait que leur rémunération était pratiquement nulle. Et donc, on les a rencontrés pour des discussions, on s'est proposé de les aider. Et puis, quand on a jeté un coup d'œil sur effectivement les taux d'invendus, les problématiques de distribution, etc., on s'est rendu compte que, enfin, en tout cas, en fait, ils allaient droit dans le mur. Et donc, à l'époque, nous, on était fans du magazine de jeux vidéo IG Mag qui s'était lancé. On trouvait que le concept était génial, fantastique. C'était à la fois le format, le MOOC, le traitement, et puis mais rapidement aussi, on s'est dit que si on tentait l'aventure, on sortirait du kiosque et qu'on privilégierait avant tout l'abonnement, qui est quand même le moyen de fidéliser un lectorat et puis comment dire, de rassurer une structure, de savoir un peu où on va. Donc depuis, nous, notre politique, ça a été l'abonnement. Et ce qui est vraiment chouette et dont on est fier, c'est que ça ne cesse de progresser. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc on s'est basé sur l'abonnement, la vente directe et puis la vente dans le réseau de distribution. Donc j'ai vu passer une question sur le chat, mais on nous la pose très régulièrement. Pourquoi Casus n'est pas en kiosque? Eh ben parce que pour espérer la même rémunération, il faudrait qu'on vende vraiment énormément, beaucoup plus, et avec des prises de risque au niveau de l'impression qui sont énormes. Donc en fait, même si on a assuré la pérennité de Casus, même si comment dire, tout ça reste très fragile, hein, parce qu'encore une fois, on propose 256 pages en couleur pour moins de 10 euros, ce qui est, malgré toutes les augmentations des prix du papier, etc., on a gardé cette politique, on n'a pas touché au prix depuis son lancement, ça fait 10 ans. Peut-être que ce sera le cas un jour, mais notre volonté, c'était vraiment de refaire de Casus un outil de démocratisation du JDR. Donc voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, mais tout ça pour dire qu'on ne reviendra pas en kiosque, parce qu'à notre sens, c'est vraiment injouable. Et je l'ai dit l'année dernière, et on est très admiratif de ce que fait JDR Mag et de sa capacité à être là. Mais aujourd'hui, nous, on voit pas on voit pas de scénario où on revient en kiosque. Après, dans 10 ans. Oui, à l'avenir, si le marché connaissait une évolution majeure, mais bon, pour le moment, on ne sent pas ça, on ne sent pas ce frémissement, ça n'en prend pas le chemin. La situation des distributeurs en presse et des bras de fer qu'ils imposent aux éditeurs fait que vraiment, c'est un écosystème ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, des kiosques ferment, la rémunération des éditeurs est de plus en plus difficile. Bref, on n'a pas du tout envie de retourner dans cet écosystème. Oui, c'est pas ça qui se joue, parce que ce que Thomas vous a bien exprimé, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire une cote mal taillée, 6 000 exemplaires à 9 euros, c'est à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Pour faire la même chose dans une diffusion presse, il faudrait qu'ils en mettent 10 à 12 000 sur le marché, en se disant que les diffusions hors presse vont réussir à effectivement toucher leurs premiers 6 000 et sans doute en toucher 2 à 3 000 de plus. Si vous faites ce calcul-là, vous allez vous apercevoir que par rapport au coût unitaire, c'est difficile, c'est très très difficile, et c'est sans doute même quasiment impossible. Et puis, qui dit aussi une diffusion presse, c'est des très très grosses contraintes. Quand je disais tout à l'heure, nous, chez Titam, on ne saurait pas le faire, c'est parce que quand vous êtes en diffusion presse, vous annoncez au moment où votre numéro paraît la date à laquelle vous allez servir l'entrepôt du numéro d'après. Et cette date-là, il faut la tenir. Et cette contrainte-là, sur une publication tous les 2 mois, en l'état actuel, c'est compliqué. Donc oui, ce n'est pas seulement une affaire de est-ce qu'il y a un public, un lectorat, est-ce qu'on traite une actualité qui intéresse les gens, c'est qu'il y a vraiment des critères d'appréciation en fait dans les moyens à mobiliser
qui ne relèvent pas seulement de la rencontre au public, qui sont vraiment dans le risque entrepreneurial. Ok. Alors, je ne vais pas lâcher l'affaire et je vais essayer d'aller au bout de la question de Julien Blondel tout à l'heure à propos des tarifs. Je reviens là-dessus. C'est peut-être difficile de rentrer dans le détail des tarifs, mais puisqu'on a Thomas Robert qui est pigiste, on va dire, est-ce que par contre, peut-être tu peux nous dire combien de temps est-ce que tu consacres à cette activité d'écriture pour le magazine, par jour, par semaine, par mois, je ne sais pas. Et est-ce que toutefois c'est ton activité principale ou en fait c'est un à côté plaisant, un simple complément, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce n'est pas une activité principale. Je pense que pour aucun des membres de la rédac de Casus, aucun des pigistes, c'en est une. Et après, au niveau du temps qu'on passe, c'est très, très variable. C'est très variable parce qu'il y a déjà plein de formats d'articles différents. Depuis la critique en une page qui prend, enfin, lecture comprise, ça peut être 1 heure ou 2. Ça peut aller assez vite à des scénarios qui peuvent nécessiter des allers-retours avec Thomas, qui peuvent nécessiter du travail de pitch, d'illustration, enfin des validations ou autres. Enfin, c'est vraiment très, très variable. Et oui, c'est un revenu d'appoint. C'est vraiment, c'est pas du tout je ne sais pas si Tom, tu m'autorises à dire les chiffres, mais par rapport au temps passé, c'est très inférieur au niveau de. C'est inférieur au salaire minimum actuel rapporté au temps. Mais c'est le cas dans l'édition de jeux de rôle en général en France. Oui, bon, ça je pense qu'on peut tous le confirmer. C'est le cas dans l'édition tout court. Oui, dans l'édition tout court, oui. Une petite précision sur les chiffres. Enfin, désolé d'avoir lancé la discussion sur les chiffres, mais voilà, on est des créatifs, donc on est des hommes de science. C'est intéressant d'avoir les chiffres pour tout le monde, de savoir vraiment la réalité de ce qu'un magazine, de ce qu'un jeu, de ce qu'un éditeur vend. Des fois, ça peut permettre aussi aux joueurs, aux lecteurs de comprendre pourquoi certains choix ou pourquoi, bah oui, le prix, le délai, etc. Moi, de mémoire, hein, pour comparer et puis aussi pour voir le tarif actuel, c'est vrai que les ventes ont connu la même baisse, soit en presse ou en édition. Alors, bizarrement, l'édition fonctionne presque aussi bien qu'à cette époque où les magazines fonctionnaient 4 ou 5 ou 6 fois mieux qu'aujourd'hui, parce que les ventes d'un jeu d'une gamme ont un public. Et la différence, c'est que tout le public de tous ces magazines, de tous ces jeux, n'est pas le public de chacun de ces magazines. Il y a un effondrement des ventes de la presse. Je crois que Pierre vient de confirmer qu'en moyenne, sur les bonnes années, les tirages de Casus V1, c'était en dessous de 20 000, c'était 15-18 000, avec des chiffres supérieurs à 10 000 ventes. Pierre parlait de 11 000 ventes. Moi, j'avais fait une enquête où j'avais posé la même question et ça grinçait dedans à plein de gens sur les chiffres, quoi, combien vous vendez, combien vous touchez. Dans les années 2000-2002, je crois qu'on était pour Backstab par exemple, on était sur les meilleurs titres de vente, on était monté à 25 ou 27 000 exemplaires. Moi, j'avais les relevés MLP sous les yeux quand je les ai vus. Donc, sur les plus grosses ventes, c'était ça. Sur les ventes moyennes, c'était légèrement supérieur à Cassius à l'époque. Ça tirait beaucoup plus, parce que Halloween tirait beaucoup trop. Mais ça vendait, je crois qu'on devait tirer dans les 25 000 et vendre dans les 18 à 22 000 selon les numéros, sur cette époque charnière de 2000-2002. Là, on est sur des ventes qui sont divisées par 4 ou 5 aujourd'hui sur la presse. C'est à peu près le même schéma sur la plupart des titres de presse qui ne sont pas des titres de presse quotidienne, de PQR, qui marchent, qui sauvent bien leur meuble, ou des titres qui ont un plus produit physique, papier, concret, tangible, qui fait que tu as un achat pour l'objet si tu ne l'as pas dans ton habitude, tout ça. Et sur le tarif de pige, c'était des chiffres ronds qui avaient été décrétés par le syndicat qui n'existait pas de l'époque. On était payé 600 francs les 20 000 signes à l'époque. Et on a assisté à la conversion miraculeuse des 600 francs en 100 euros, les 20 000 signes, à une époque. Et je sais que dans l'édition de jeux de rôle, 100 euros les 20 000 signes pour de l'écriture, du développement, du supplément,
c'est déjà des tarifs qui ne sont pas systématiques. Et pour donner encore des clés de compréhension aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, 20 000 signes, ça correspond à un scénario de 4, 5, 6 pages selon le nombre d'illustrations. 20 000 signes, c'est déjà un texte, quoi. C'est pas mal. Donc 100 € pour un scénario de 5 ou 6 pages, c'est peu, mais c'est, si je ne me trompe pas, hein, le haut du panier syndical du tarif au signe dans l'édition jeu de rôle actuelle. Et c'est l'équivalent, on va dire, hors inflation de ce qu'on touchait en pige il y a 20 ans. Donc c'est des chiffres qui sont, voilà, qui sont clairs. Je ne sais pas combien on paye dans les rédactions des magazines aujourd'hui. Je vois à peu près ce qu'on paye dans les maisons d'édition en jeu de rôle aujourd'hui. Mais les tarifs n'ont pas augmenté. Je pense qu'on ont considérablement baissé pour les auteurs aussi. Et ce que je trouve vraiment, moi, marquant, c'est le côté gardien du temple, quoi, la détermination à maintenir des organes de presse rôlistes, parce que c'est nécessaire, alors que l'économie, quand on met les chiffres les uns en face des autres, on se rend compte que pour les premiers intéressés, c'est dur, et c'est une vraie démarche de faire exister, je ne parle pas de survivre, hein, de faire exister ces titres, de commercialiser, de les développer dans des contextes économiques qui sont très difficiles, quoi. Oui, bah, je vais dire ce que moi j'ai touché la dernière fois que j'ai contractualisé pour du 20 000 signes, j'étais à 70 €. Hein, voilà, me concernant sur ma dernière collaboration pour un jeu, donc dans l'édition de jeu. Donc effectivement, hein, le 100 €, ça me paraît être vraiment déjà le haut du panier, quoi. Alors, il y avait plusieurs mots qui ont été lâchés là, pendant la conversation que j'avais sur mon conducteur pour la suite, donc on va y passer. Il y avait notamment le choix de la publicité ou pas. Attends, David, juste avant, Oui, je pense que ce qui est un peu embêtant quand on parle de chiffres comme ça, c'est qu'on mélange beaucoup de choses et il y a des choses qu'on a dit un peu vite et qui sont approximatives en fait. Ah, on va repréciser alors. Ouais. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de pigiste hein, dans le milieu du jeu de rôle, parce qu'un pigiste, c'est quelqu'un qui a un statut juridique qui est assimilé à un salariat et qui donc devrait, sur lequel il y aurait des cotisations sociales, patronales, et qui lui donnerait un certain accumulation de piges, le statut de journaliste. À ma connaissance, sur le jeu, dans le milieu du jeu de rôle, il n'y en a pas. Il y a des personnes qui ont des statuts personnels qui leur permettent de facturer. Tout à et fait. il y a des gens qui collaborent au titre du droit patrimonial. Donc en fait, ils sont des auteurs. Et c'est une chose qu'il faut bien clarifier parce que c'est aussi un sujet qui peut parfois brouiller les pistes quand on parle de production culturelle. La personne qui va facturer une rédaction sur un statut qui ne relève pas du droit patrimonial n'a pas de droit moral et n'est pas propriétaire de son texte et ne peut pas le réexploiter librement dans plusieurs années. Ouais. Voilà. Donc, c'est important à dire parce que moi, il m'est arrivé de publier dans un jeu, dans un magazine, puis dans une anthologie, le même manuscrit qui à chaque fois a été un peu réédité, remis au goût du jour, parce que la personne, elle est effectivement propriétaire de son texte, qu'elle est libre, qu'elle en détient tous les droits, et qu'une fois que la revue n'est plus commercialisée, comme le texte n'est plus exploité, elle redevient libre de le reproposer à qui elle veut. Et donc, dans cette logique du droit patrimonial, à chaque fois qu'elle va avoir l'opportunité de republier, elle va avoir l'opportunité de renégocier les conditions de republication. Et aujourd'hui, vous avez des gens, voilà, alors c'est jamais des sommes importantes, hein, mais il faudrait regarder certains. Je pense par exemple sur Casus Belli, ça doit être le cas. Il y a des scénarios qui ont été publiés à l'époque du premier Casus Belli par des gens qui sont propriétaires de leur texte. Ils les publient, ils les republient, ils les mettent dans des entos, etc. Et à chaque fois, il y a un revenu au même titre qu'un auteur de roman qui publie, qui republie son titre. Donc, ces sommes-là, elles incarnent des formes juridiques et des perspectives de rentabilité qui sont très différentes, même si, on est d'accord, hein, en parlant dans ces termes-là, c'est très cavalier parce que ces sommes sont très faibles. Oui.
Donc effectivement, ouais, je pense que c'est des précisions qui étaient importantes, même si effectivement, au final, on joue sur un marché restreint et des sommes faibles, hein, effectivement. Alors, du coup, je voulais lancer la question du choix de la publicité. Publicité ou pas de publicité dans les pages des magazines. Je vais revenir vers Julien Jaeger, parce que là, il y avait eu le choix de ne pas passer de publicité. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire pourquoi, à l'époque du lancement de Dissidence, ça avait été ce choix d'être sans publicité? Oui, ben pour nous, c'était pas vraiment un choix compliqué, hein. On avait vraiment une idée en tête, c'était de représenter un truc vraiment indépendant. On avait réussi à se financer grâce aux futurs lecteurs. On estimait qu'on n'avait pas besoin, par rapport à notre projet, de pub. Il y a eu quelques exceptions. Il y a eu une exception pour la Japan Expo une fois. Mais sinon, non, on n'a pas fait de pub. Et honnêtement, pour nous, c'était pas vraiment un souci, quoi. C'était assez marginal. On n'avait pas un tirage gigantesque. Je pense qu'il n'y a pas grand monde que ça aurait intéressé, en vrai. Et parce qu'on parle de plein de jeux en plus, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir une pub en plus dans le mag, quoi. Ok, et du côté de Sébastien ou de Thomas, où vous passez de la publicité dans les pages, ou même à l'époque mythique, il y a eu jusqu'à des publicités pour des marques de cigarettes, des choses comme ça, dans certains magazines de jeux de rôle. Est-ce que c'est quelque chose par lequel on est obligé de passer, ou bien on pourrait s'en dispenser? Est-ce que c'est vital ou pas? Non, c'est pas vital, mais on est content d'en avoir. Enfin, ça serait. Voilà, c'est tout simplement. Après, il y a deux aspects, c'est-à-dire que aujourd'hui, des éditeurs qui ont un budget de publicité, il n'y en a quand même pas des masses, hein. Tu vois, nous, dans les pages de JDR Mag, les lecteurs attentifs, ils ont vu Arkham Asylum Publishing, ils ont vu Brajlon, ils ont vu Les 12 Singes, ils ont vu des jeunes auteurs qui se lancent et qui font l'effort parce qu'ils savent qu'ils arrivent tout seuls, même sur une plateforme de précommande participatif, et que aujourd'hui les plateformes sont tellement aussi très occupées, avec chaque semaine une actualité de très grands acteurs, ça leur permet d'exister, mais ça se bouscule pas. Et puis après, ce qui est vrai par ailleurs, c'est que le secteur d'activité et les secteurs voisins, ils ont quand même de temps en temps la volonté de s'entraider. C'est-à-dire que par exemple, je me souviens que lorsque Titam a repris Jeux de rôle magazine, assez rapidement, et il me semble à l'initiative de Black Book, il y a eu un échange de publicités. Il y a eu des publicités JDR Mag dans Casus Belli, et on a passé des pubs Casus Belli dans JDR Mag. Il me semble que Ravage a fait exactement la même chose. Ça fait un moment que ça ne s'est pas fait, mais parce que je pense qu'on est tous pris voilà, par le flux du journal. Mais ces choses-là se font, et là, ils sont vraiment sur des échanges, alors qu'il est bien évident qu'un Ravage en kiosque avec ces deux séries, c'est quand même des volumes bien plus importants que nous. Et puis voilà, les chiffres qu'annonce Thomas pour Casus, ils sont importants, hein, parce que là aussi, peut-être il faut donner des éléments de comparaison. Il y a des éditeurs de jeux de société qui sont très installés sur la place, dont vous voyez les titres arriver en tête des ventes, y compris sur des plateformes commerciales extrêmement renommées, qui ne tirent pas à 6000 exemplaires, hein. Donc il faut se dire qu'aujourd'hui, dans le milieu du jeu de société, Casus Belli, par son tirage, fait partie des produits qui sont en route pour être des best-sellers, hein. Faut être conscient de ça. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont distribués par BlackRock, par Asmodée, par Gigamic, qui aimeraient bien avoir des tirages à 6000 exemplaires, hein. Donc, c'est très encourageant pour le jeu de rôle. Ouais, je pense que tout le monde salue de toute façon la réussite du modèle Casus Belli, nouvelle formule, hein. C'est à la fois un beau magazine, un bel objet, et puis quelque chose qui donne le ton, quoi, qui montre
aussi un savoir-faire et de plus en plus de régularité aussi. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi, à titre personnel, qui m'a impressionné. Hein. C'est l'évolution du titre, mais la même chose d'ailleurs hein, pour Jeux de rôle mag. Hein. L'évolution du titre, très positive sur les dernières années, etc. Voilà. C'est pour avoir été un petit peu dans la presse rôliste, on est conscient de tout l'effort que ça demande, de toute la précision, de toute la rigueur, etc. et l'investissement. Donc, c'est des choses qui sont assez impressionnantes. C'est pour ça qu'on peut dire que la conférence n'a pas lieu le matin, c'est parce qu'on se lève très tard, tellement on travaille tard le soir. Hein. Je dois dire que de toute façon, probablement, je n'aurais pas été capable de l'animer si elle avait eu lieu ce matin, en ayant fini bien tard hier soir. Et puis, le Relevant, c'est un marathon. Hein. Donc, alors, cette année, sur 72 heures, avec des parties qui se déroulent toute la nuit, puisque quand la zone Europe va se coucher, ben, les Québécois prennent le relais. Et sans arrêt des sollicitations. Je vois énormément de questions qui passent et je vous promets que je vais laisser un temps pour les questions à la fin, hein, n'ayez pas d'inquiétude. Et puis, bah, il y a aussi un œil sur le compteur. Donc, bah, comme ça fait 1 heure qu'on parle, c'est le moment pour moi de vous rappeler que vous pouvez vous rendre sur la page d'accueil du Relevant et en haut à droite, vous avez un petit onglet pour les dons, pour les différentes associations caritatives qui sont bénéficiaires du Relevant. Donc, les Blues Roses pour la France, la Fondation Théodora pour la Suisse, et puis Picloun pour la Belgique. Et de dire aussi qu'il n'y a pas de petits dons, en fait. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vraiment, n'hésitez pas. Faites à la mesure de vos moyens. Même si vous n'avez qu'1 euro à mettre dans la tirelire, bah, ce sera déjà très bienvenu. Hier soir, vers 23 heures, on avait déjà plus de 11 000 visiteurs uniques. Donc, vous voyez que c'est par la mobilisation de toutes et tous qu'on peut arriver à faire un très beau résultat. Par ailleurs, vous avez aussi la boutique solidaire qui vous propose quelques produits siglés Relevant et aussi des t-shirts en édition limitée qui sont en vente que pendant le Relevant de Aria, du jeu de rôle Aria. Je reviens à nos moutons donc, et je voulais évoquer un autre point, c'est avant d'en venir à l'avenir et aux perspectives d'avenir pour la deuxième partie, mais un dernier point pour cette première partie, c'est tous les changements et les débats qui ont eu lieu dans le milieu rôliste depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a eu par exemple les simulationnistes et les narrativistes, et puis maintenant, on est sur la querelle entre les anciens et les modernes, bien aussi toutes les questions autour de l'inclusion, autour de la diversité. Le mot-clé du Relevant cette année, c'est diversité. Comment est-ce que ça arrive dans vos rédactions? Comment est-ce que vous le vivez dans vos rédactions? Comment est-ce que c'est pris en compte? Est-ce qu'on vous accompagnez le mouvement? Est-ce que vous êtes tenté d'initier des choses? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les échos du monde rôliste rentrent ou pas dans les rédactions? Oui, Julien, vas-y. Je vais vous laisser là-dessus. Je dois malheureusement vous quitter et je pense que c'est la question à laquelle il faut pas que je réponde. Donc, j'ai été ravi de cette discussion. Je souhaite vraiment sincèrement du courage et longue vie aux initiatives de presse en jeu de rôle. Je reste convaincu que ça reste un organe non seulement cher à nos cœurs, mais utile et important pour la visibilité, la présence, le dynamisme du média. Donc, bravo à ceux qui en font et courage pour continuer à en faire. Bravo aussi à Relevant pour l'organisation. Moi, je retrouverai certains le dimanche de 10h à midi et je souhaite plein de bonnes choses à plein de gens. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation et puis pour ta présence sur nos tables rondes et bon courage pour tes projets et bonne réussite. Merci beaucoup. Alors, peut-être on va reprendre par Julien de Jaeger. Comment est-ce que toi, tu as vécu les différentes grandes, petites ou grandes querelles qu'il y a eu à l'époque de dissidents dans le milieu rôliste? Nous, c'était beaucoup, à cette époque-là, simulationniste contre narrativiste, ou bien jeu de rôle artisanal, d'auteur, enfin tout ce qui commence par un A, contre jeu de rôle dits commerciaux. Comment est-ce que ça se répercutait à la rédaction?
Bah, j'ai envie de dire que pour nous, ça n'a pas été trop visible. On est arrivé à un moment où c'était encore assez soft. Oui, il y avait quelques débats sur les jeux narratifs et tout ça, mais ça restait globalement assez bon enfant. Il y avait quelques tensions, mais c'était vraiment pas bien méchant. Sur la fin de Dissident, enfin, il y a les questions plus inclusives qui ont commencé à arriver. Et en effet, on a commencé à voir que ça devenait un sujet important et on voulait le traiter en plus. Pour le coup, c'est vraiment dommage qu'on ait arrêté à ce moment-là. Mais non, nous, on n'a pas été réellement confrontés à ça en tout cas. Est-ce que du côté de Casus Belli ou Jeux de rôle Mag, vous avez des retours sur des débats comme ça qui traversent le milieu rôliste? Est-ce qu'éventuellement, parfois, vous êtes pris à partie ou pris à témoin? Ou est-ce que vous en parlez au sein de la rédaction sur tel ou tel point sur lequel il faudrait être attentif? Je ne sais pas, Sébastien, peut-être? Bah écoute, c'est un sujet un peu délicat, alors je ne sais pas trop par où commencer, mais nous, on a fait le choix notamment de ne pas avoir recours à l'écriture inclusive parce que sur le rythme sur lequel on travaille, c'est un effort d'attention sur la correction-révision, sur la relecture, qu'on ne se sent pas faire. Quand Coralie nous envoie des textes qui sont écrits comme ça, on les passe parce qu'elle a été la première à s'emparer de ce sujet dans notre milieu. Donc, on parle de Coralie David des Lapins Marteaux. Ouais, c'est ça. Et ça a toujours été son parti pris stylistique. Donc, je vois, j'ai aucune raison de lui refuser. Puis, moi, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt chouette. Maintenant, au bout d'un moment, il y a des gens qui ont voulu faire de la même manière, alors qu'auparavant, ils ne le faisaient pas. Et moi, je me suis dit, mais tiens, mais c'est marrant, est-ce qu'ils le font vraiment par conviction? Pourquoi d'un seul coup, ils se mettent à envisager cette forme d'écriture? Et quand on a travaillé sur ces articles-là, avec des personnes qui n'avaient pas mené la réflexion qu'a menée Coralie, il s'est avéré que, en termes de maîtrise grammaticale et syntaxique, c'était pas ça. Et nous, on était en difficulté pour apporter ce qu'on peut apporter sur un texte écrit de manière, j'ai envie de dire, traditionnelle. Et par contre, quand ça s'est produit, on l'a dit. On a dit que voilà, qu'on avait reçu le texte d'une certaine manière, mais qu'on l'avait publié autrement pour tout un tas de raisons, et on n'est pas entré dans les détails parce qu'on n'avait pas de raison d'entrer là-dedans. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions sur certains réseaux sociaux, mais j'ai plutôt l'impression que ça a été des personnes qui se sont emparées de ça pour faire le buzz, parce que par ailleurs, ces personnes, elles ne s'expriment pas en écriture inclusive sur les réseaux sociaux. Donc, je trouvais que c'était un peu cavalier de nous faire ce procès alors qu'on avait joué carte sur table, alors que et voilà, et je ne jouais pas le jeu non plus, quoi. Et puis après, oui, il y a eu, on a reçu un ou deux messages. Enfin, moi, j'ai reçu un ou deux messages à titre personnel à ce sujet qui étaient très véhéments, presque caricatural en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la sphère médiatique, on dirait les gens qui se sont radicalisés, mais non, mais je crois que plus loin que ça, il y a une ou deux personnes qui se sont permis des propos injurieux en MP, et ces gens-là, on les a blacklistés parce que, au vu de tout ce qu'on vient de se dire sur le monde du jeu, on est sincère, on dit les choses telles qu'elles sont, et donc on n'est pas venu là pour se faire engueuler, quoi. Et après, moi, à titre personnel, j'ai toujours côtoyé des joueurs et des joueuses, des gens qui ont une sensibilité au genre très divers. Et quand je discute avec des amis homosexuels hommes, femmes, quand je discute avec des amis qui sont fluides, eux ne revendiquent pas forcément ça, en fait. Ce qui se joue pour le fait d'être accepté dans la société, indépendamment de la communauté du jeu, c'est pas parce que tu vas mettre des points médians dans ton orthographe que voilà, ils me disent ne pas se sentir plus acceptés par ça.
ils préféraient être regardés de la même manière que quelqu'un qui est dans une adéquation genre-sexe qui paraît plus traditionnelle. Donc, je pense que c'est un vrai sujet délicat. Nous, on est une presse qui donne la parole à des créateurs sur des sujets de divertissement. On n'a pas à être les pionniers d'une cause, même si à titre individuel, les gens qui nous côtoient, ils savent qu'on n'y est pas insensible. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Mais... Non, mais bon, ça me paraissait important d'en parler, ne serait-ce que parce que si je regarde l'écran que j'ai devant moi, je vois que les rédacteurs en chef ne sont pas des rédactrices en chef, c'est des rédacteurs en chef. Donc voilà, je me dis que c'est quelque chose qu'il faut évoquer. Ouais, tu sais que là, oui, aujourd'hui, dans les faits, je rappelle que JDR Mag, Titam avait la volonté qu'on soit deux, il y avait un homme et une femme. Elle est décédée, elle n'a pas été remplacée par une femme, mais par Yannick Leclerc qui nous a rejoints et qui, quand il ne pilote pas Nephilim Légende, et s'est investi, je pense, même au-delà de ce qu'il imaginait quand il a commencé un peu à dépanner après la disparition d'Isabelle. Et moi, j'adorerais qu'il y ait davantage de femmes dans les rédactions. On ne les chasse pas, on ne leur ferme pas la porte. D'ailleurs, régulièrement, on parlait de Coralie, mais ce n'est pas la seule. Hein. Tu sais, moi, par ailleurs, chez Rospel, je publie Guillaume Mignot. Donc, non, il se trouve qu'au moment où on parle, les rôlistes qui ressentent le besoin d'être publiés, ça semble être plutôt les hommes. Alors, peut-être que les hommes rôlistes, ils ressentent davantage le besoin de se prouver quelque chose ou d'exister par les médias, et que nos joueuses, elles ont pas cet appétit-là, je ne sais pas. Après, peut-être sous une forme, mais dont on va parler après. Alors, oui, Thomas, Casus période multisim, c'était Hélène Henry qui faisait le travail donc il y a des femmes aussi, là c'est circonstanciel, les deux rédacteurs chefs sont des hommes, mais puis on a Sébastien a parlé d'Isabelle, c'était un pilier de plein de choses. C'est bien triste d'ailleurs qu'elle nous ait quittés. Moi, j'ai publié plein d'autrices, hein, que ce soit à Multisim, chez Rackham. Voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'elles ont. Je disais ça, c'est pas par la table, je crois qu'elles ont vraiment une relation différente à la presse rôliste, en fait. Oui, je pense. La parole, c'est vrai que là, finalement, on parle sans savoir. Après, nous, chez Casus, pour préciser ce qui vient d'être dit, effectivement, si on regarde la conférence, il y a beaucoup d'hommes, puis en fait, il y a beaucoup d'hommes blancs et beaucoup d'hommes blancs de 40 ans ou plus, en fait, parce que, bon, c'est comme ça. On voit aujourd'hui que, effectivement, la nouvelle sociologie rôliste des joueurs de jeux de rôle évolue grandement à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, à notre époque, on a pratiquement tous le même âge, c'était vraiment effectivement plutôt des grandes écoles, CSP+, urbaines, etc. etc. Aujourd'hui, on se rend compte que sur les tranches 18-25 des nouveaux joueurs, il y a autant de filles que de garçons, il y a une grande variété sociologique qui apparaît, c'est super, bienvenue à tout le monde. Et après, on constate dans le jeu de rôle qu'il y a une évolution, on va dire, assez naturelle, même si elle est socialement construite. Hein. Je ne renie pas ma formation de sociologue, mais où on est joueur, puis on est MJ, puis on est créateur, puis on est auteur, etc., etc. Donc, on peut être... on peut avoir de l'espoir sur le fait que dans peut-être 5, 10, 15 ans, il y aura beaucoup plus de filles, mais aussi de populations sociologiques différentes que celles qu'on connaît, qui va proposer des choses en création. On le voit dans le cinéma, dans les séries, où il y a une grande évolution à ce niveau-là. Là, en ce moment, on peut s'attendre à avoir la même chose. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de Casus, quand je reçois des propositions de contribution de gens qui sont, on va dire, représentatifs de ces nouvelles tranches de joueurs, j'essaye toujours d'y apporter une attention très particulière, même si je sais que ça risque de prendre un peu plus de temps que d'accepter le texte de quelqu'un qui a plus de bouteilles, etc. On essaye effectivement d'amener un peu de diversité dans notre équipe de rédaction, mais effectivement, donc je profite de cette plateforme pour
pour renouveler un appel que je fais à chaque fois que je prends publiquement la parole à propos de Casus, c'est-à-dire que n'hésitez pas à nous contacter, à nous proposer des choses, même si effectivement le chemin est toujours un peu long, parfois un peu difficile, parce qu'il y a des méchants rédacteurs en chef qui retouchent les textes, qui essaient qui pointent des insuffisances, qui proposent des choses, mais malgré tout, c'est de toute façon le chemin pour être publié, mais il faut essayer. Et nous, on est très... comment dire, on essaie d'être très volontariste à ce niveau-là, voilà, et sans évidemment fermer la porte à nos contributeurs classiques et à ceux avec qui on travaille depuis longtemps. Et je l'ai vu, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, et qu'il y a eu quelques compliments qui ont été faits de part et d'autre à propos de Casus. J'en profite pour remercier vraiment le noyau dur des contributeurs et des contributrices, même si c'est plutôt des contributeurs, qui fait que depuis que moi j'ai repris Casus, en tout cas, on arrive à cette régularité, cette qualité. Donc je ne peux pas tous les citer, même si Thomas Robert est là avec nous, il y en a plein d'autres, ils se reconnaîtront, mais voilà, c'est vraiment génial de pouvoir compter sur un noyau comme celui-là. Mais pour répondre à ta question et boucler là-dessus, on trouve ça important, nous, d'amener du sang neuf à tous les niveaux, quoi. Mais on sent des frémissements, hein, malgré tout. Alors, bah oui, justement, c'est la nouvelle génération, ce qui nous permet de faire, de tourner la caméra vers l'avenir maintenant, dans cette deuxième partie de notre discussion. Comment valoriser, accueillir et satisfaire aussi cette nouvelle génération. Moi, quand j'ai quitté la Fédération française de jeux de rôle, puisque maintenant je suis toujours membre, mais je n'appartiens plus au conseil d'administration, j'ai constaté avec plaisir que voilà, il y avait des nouvelles têtes qui arrivaient et qui représentaient aussi la diversité de notre pays, mais aussi la diversité des sensibilités et des approches par rapport à cet objet un peu protéiforme qu'est le jeu de rôle. Et ils avaient des idées qui allaient dans tout un tas de directions, et parfois même des directions un peu opposées. Alors, par exemple, est-ce que à l'avenir, et c'est déjà le cas aujourd'hui puisqu'on est en vidéo, est-ce qu'il faut faire de la vidéo, par exemple? Est-ce qu'il faut en passer obligatoirement par des parties filmées, actual play, ou bien un blog vidéo, un vlog? Est-ce qu'il faut, et aussi, pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'il faut se montrer? Je sais que Sébastien, par exemple, n'aime pas trop se montrer. Thomas aussi, votre présence est assez rare finalement. Et je vous remercie encore d'être là parce que c'est d'autant plus important. Mais est-ce qu'il faut se montrer? Est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Est-ce qu'il faut être dans un actual play? Est-ce qu'il faut être pratiquement visible sur les réseaux dans des petits formats d'actu, enfin voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un passage obligé maintenant? Je pense qu'il y a des chiffres qui sont publics et qui ne le contestent pas. Tu vois, on t'a parlé de nos chiffres. Si tu vas regarder nos réseaux sociaux, tu vas trouver des chiffres qui sont de même ordre de grandeur. Moi, je trouve que là, aujourd'hui, il y a un grand absent, c'est Rollist TV, qui aujourd'hui est sans doute le leader de la presse rôliste, dans le sens où leur nombre de vues, leur nombre de fidèles, l'audience que suscitent leurs apparitions publiques en attestent. C'est un signe. Je voulais dire, voilà, ils devaient être avec nous aujourd'hui, et puis finalement, pour des impondérables, ils n'ont pas pu être présents, mais ce sera le cas certainement l'année prochaine, j'espère bien. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. En termes de visibilité, ils sont devant. Oui, ce n'est pas une négligence de votre part. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir se libérer, etc. Mais c'est, et après, je pense que moi, il y avait une chose qui m'avait frappé. Il y a eu une étude faite par un très grand institut américain sur qui sont les rôlistes, qui jouent au jeu de rôle, comment ils jouent au jeu de rôle, à partir de quel moment ils jouent au jeu de rôle. Et en fait, quand ces chiffres ils ont été rendus publics, notamment les réseaux sociaux français du jeu de rôle traditionnel, ils ont tout de suite crié au loup en trouvant que cette étude c'était n'importe quoi, que les résultats étaient aberrants, que c'était complètement débile, qu'on se payait leur tête. Il y avait des réactions assez vives, et pour une raison très simple, c'est que l'étude disait que le rôliste avait 20 ans, qu'il avait découvert Donjons et Dragons sur YouTube, et voilà. Et en fait, ça ne correspondait pas à ce qu'est le microcosme que j'évoque, et qui est sans doute un peu notre lectorat.
Et oui, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une nouvelle génération à laquelle Thomas tend la main. Là, il commence à faire des choses, je trouve, assez habiles de ce côté-là. Aussi parce que Black Book en a pris conscience sans doute assez avant tout le monde. C'est un signe du temps, c'est-à-dire que désormais, les outils de la vidéo sont à la portée de beaucoup de gens. Donc, de toute manière, personne ne va attendre que les quadras ou les gens d'une génération plus âgée encore qui ont fait Casus Belli, Backstab, JDR Mac, enfin bref, peu importe le titre et la génération à laquelle on s'attarde, ils ne vont pas attendre notre permission, ils ne vont pas nous proposer leur projet, ils vont faire ce que nous, on a fait à leur âge, c'est-à-dire qu'avec les moyens qui sont les leurs, ils vont se lancer. Comme outsiders, ils vont devenir les principaux challengers et ils vont percer et ils vont nous surprendre. Et c'est tant mieux. Voilà. Et je pense que nous, on a plutôt une réflexion à mener de se dire sur ces médias un peu anciens, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Je pense qu'on a déjà un peu des éléments de réponse, c'est-à-dire que ce que Casus Belli a proposé dès les années 80, quand ils se sont éloignés du wargame pour se consacrer au jeu de rôle, c'est vrai qu'au prix d'une revue ou d'un journal, enfin, appelle ça comme tu veux, proposer 3, 4, 5, 6 scénarios pour un loisir où le moindre supplément est entre 30 et 60 €, et voilà, le support papier périodique sera toujours, je pense, quelque chose d'assez fort. Pour suivre l'actualité, c'est plus compliqué, d'autant plus qu'il y a une chose qu'on ne dit pas depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire que les éditeurs de jeux de rôle soient des gens particulièrement organisés et en capacité de nous annoncer ce qui vont sortir, à quelle date et avec précision. Je peux te dire que là, avec Yannick, on boucle le numéro qui va sortir quelques jours avant Noël. Toutes les brèves qu'on a reçues, c'est du conditionnel et personne savant. La plupart ne peuvent même pas te garantir que quelque chose va sortir dans l'hiver. Et même quand il s'agit d'un financement participatif. C'est-à-dire qu'on a plein aujourd'hui qui sont très installés. T'es mi-novembre, ils ne peuvent pas te dire si le prochain projet qu'ils lancent en financement participatif, ça sera même entre le 15 décembre et le 15 mars. Ils n'en savent rien le 15 novembre. Donc, dans cette réalité-là aussi économique de ce qui sont ces activités de production de jeux de rôle, ça va favoriser en fait l'émergence de ces nouvelles pratiques de diffusion de l'information et de la prise de parole. Et puis, aujourd'hui, je pense que l'année prochaine, tu fais la même table ronde. J'ai envie de dire presque, il faut que les contraintes de Rollis TV soient les nôtres parce qu'ils sont devant en termes d'audience. Il faut que Samuel Zimmerman soit là. Il faut que Fibrotibre ou des gens de son entourage, parce que pareil, tout à l'heure, ça me fait penser que dans les publicités, j'ai oublié Eldercraft qui fait des choses extrêmement innovantes en la matière, en faisant des livres de règles qui sont en livre audio, en se jumelant avec les initiatives de Fibre Tigre, où il y a des actual plays qui se retrouvent y compris dans des presses généralistes. Enfin, je veux dire, Fibre Tigre, c'est un type qui va effectivement collaborer à un actual play de Black Book, mais qui est aussi invité par le Figaro, qu'on soit proche ou pas de cette sensibilité, c'est pas le sujet, mais bref, voilà, il y a un grand journal politique qui se dit, tiens, parlons du jeu de rôle, invitons-le, qui est chez Wemedia. Enfin, donc, tout ça, c'est là maintenant. Peut-être qu'il faut qu'on se pose la question du coup d'après, mais de toute façon, le jeu de rôle, on n'a pas les moyens. C'est-à-dire que tu vois bien, les vraies publications numériques dignes de ce nom, avec des chapitrages en hyperlien, des kits pour aller jouer en ligne, ça commence que maintenant, et le jeu de rôle continue à se gargariser de faire des PDF, alors que le PDF, il a 30 ans, tu vois. Donc, c'est comme ça. Alors, avant de passer la parole aux représentants de Casus pour leur demander ce qu'ils en pensent de leur côté, je vais faire un petit salut amical à mon vieux compère Julien Clément qui fait à Canarbeux, qui fait le planning des sorties du fixe et qui donc est sous la torture semaine après semaine pour essayer de produire un planning qui soit clair. Il m'a envoyé un petit message, il me dit Argle. Je crois que ça résume bien sa situation. Voilà, donc c'est effectivement, hein, il y a une grande imprévisibilité sur ce qui va sortir ou ne pas sortir, sur ce qui est sorti aussi des fois, parce que des fois tu te dis tiens, c'est sorti ça, tu vois, tu l'as dans les mains, tu dis tiens, c'est sorti ça. C'était annoncé nulle part, mais c'est là, avant que ce soit même des fois dans le planning du fixe. Du côté de chez Casus, vidéo oblige alors?
Je profite pour chausser ma casquette d'éditeur et répondre. Évidemment que la plupart des éditeurs sont encore en train on va dire, d'apprivoiser le crowdfunding et ce que ça implique. On a longtemps cru que ce serait la solution miracle de récupérer les sous avant, mais en fait, il y a encore plein de problèmes qui se posent. À Blackbook, on est bien placé pour en parler, même si on a éclusé tous nos retards désormais pour nous tourner vers on va dire, une façon de fonctionner qui est un peu différente. Bref, mais ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que la pandémie est passée par là. Pour ceux, ce n'est pas notre cas, mais pour ceux qui imprimaient en Chine ou pour ceux par rapport aux pénuries de matières premières, en fait, c'est deux choses qui ont fortement impacté le marché du papier et du carton. C'est-à-dire que une grande partie du papier qui servait une grande partie de la matière première qui servait à faire du papier en Europe a servi pendant la pandémie à faire du carton parce qu'il n'arrivait plus de Chine. Et tous ceux qui imprimaient en Chine sont revenus en Europe, ce qui fait qu'aujourd'hui, je donne cette petite info, mais ça permet aux gens de comprendre aussi, j'en profite, puis vu qu'on en parle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir votre imprimeur en Europe, les conditions en termes de délai, de quantité, enfin bref, tout un tas de trucs ont changé, ce qui fait que le métier de ceux qui s'occupent de la prod, un petit coucou à Romano, qui peut-être n'a pas le temps de passer ici et ne nous écoutera pas, même en replay, je pense, mais je le dis quand même, chez nous, qui s'occupe de ça s'arrache les cheveux parce que la situation est ce qu'elle est. Donc, je comprends tout à fait ce que nous dit Sébastien du point de vue des confrères éditeurs, c'est-à-dire qu'une grande incertitude règne actuellement sur le marché. Pour revenir à ta question qui était donc la vidéo et Internet, etc., dans l'histoire des médias, en fait, un média ne chasse jamais l'autre. C'est-à-dire que quand la radio est inventée, c'est pas la fin des journaux papier ou de l'édition. Quand la télé arrive, c'est pas la fin de la radio, même si on pense toujours que. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc en fait aujourd'hui Internet n'a pas remplacé la presse papier, YouTube, etc., la télé. Enfin bref, en fait l'offre se diversifie, les audiences éclatent. Il y a plein de phénomènes qui nécessitent de s'adapter, c'est évident, mais il faut jamais non plus croire que le nouveau truc va mettre au tapis tous les anciens. Ça se passe jamais comme ça. Et ce qui est très vrai aussi, c'est que quand un modèle payant ou un modèle industriel est impacté par les nouveaux médias qui arrivent, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est également, de l'autre côté, très long de faire émerger un nouveau modèle de rentabilité. Effectivement, il y a quelques youtubeurs qui en vivent aujourd'hui, mais ils sont très peu. Donc, très simple, à mon avis, si Rollis Télé n'est pas là, c'est parce que leur vrai job les occupe et qu'ils ne peuvent pas être là. C'est à eux de répondre. Vie personnelle aussi, en ce week-end. Et leur vie personnelle. Mais... Non, mais je parle d'un vendredi après. Je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un secret non plus. Et bref. Donc, en fait, tout ça, c'est très compliqué. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que oui, du côté de Casus et du côté de Blackbook, il y a plein de choses qui ont été faites. La principale, je pense, on en a parlé, c'est l'actual play, roll and play, sur lequel notre éditeur Blackbook a mis de gros moyens, parce que l'analyse de David Berkeley, le boss de Blackbook, son sentiment, c'était que effectivement, la 5e édition de Donjons et Dragons fonctionne très fort aux États-Unis, mais elle a été incroyablement boostée par Critical Role et tout un tas d'autres actual play qui ont ramené complètement, qui ont inventé, qui ont fait surgir un nouveau public qui est effectivement celui dont tu parlais au niveau du sondage. Et donc, la volonté, c'était modestement, toujours moins bien que les ricains, comme disait Mathieu Chédid, mais de proposer un critical role à la française avec des moyens, des comédiens, des moyens techniques, une régularité surtout, parce qu'en fait, c'est la même problématique que pour la presse. Voilà. Après, il y a aussi eu des choses qui sont faites au niveau vidéo sur Blackbook, et puis une réflexion qui est menée également sur le titre Casus Belli, notamment sur la question des news, des critiques,
toute la partie qu'on peut dire chaude du magazine, sachant que la majeure partie de notre magazine est ce qu'on peut appeler une partie froide, c'est-à-dire non liée à l'actu, si ce n'est que quand un gros jeu sort, on essaye effectivement si on a un scénario à proposer, de le proposer en même temps, mais voilà. Après, c'est très difficile aussi de doser parce que c'est difficile de savoir si les gens qui achètent Casus, justement, quand on ne reste qu'entre gens très connectés, on a tendance à perdre de vue qu'il y a des profs, il y a des menuisiers, il y a plein de gens qui passent leur journée en n'étant pas, on va dire, derrière un bureau où ils peuvent avoir leur fenêtre ouverte sur les actualités qui les intéressent. Et que parfois, c'est très confortable d'avoir une revue de temps en temps et d'avoir, de façon déconnectée, un résumé synthétique, hiérarchisé, etc., des principales infos sur un domaine qu'on n'a pas le temps de suivre au jour le jour. Mais donc voilà, c'est des questions de dosage et d'équilibrage, mais notre croyance et on va dire, notre foi, c'est de se dire que le magazine a toujours sa raison d'être, mais qu'il faut continuer en permanence de l'adapter. On a essayé de parler, par exemple, dans les pages de Casus, de tous les principaux actual play, de donner la parole à ceux qui font ça, de donner la parole à ceux qui font du jeu de rôle solo sur YouTube. Donc voilà, nos pages essayent de refléter l'évolution du hobby aussi. Alors, justement, est-ce que, puisque tu en parlais tout de suite, est-ce qu'il faut obligatoirement traiter l'actualité? Ça aussi, c'est un axe peut-être de modification, de changement. D'une part, est-ce qu'il faut traiter de tous les jeux qui sortent, y compris ceux qui ne nous motivent pas particulièrement, ne nous intéressent pas particulièrement, ce que disait Sébastien au début, ou bien est-ce qu'il faut tout simplement faire de l'actualité ou pas? Dans Dissident, il y avait eu ce choix de ne pas faire d'actu, et de transférer ça plutôt justement sur le fixe. Est-ce qu'à l'avenir, est-ce qu'il faut continuer à faire de l'actu ou au contraire délaisser complètement ça pour faire des contenus de fond? Peut-être Julien de Jaeger pour commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'était à refaire, est-ce que tu mettrais de l'actu dans Dissident ou pas? Alors, je te répondrai après. Je vois juste qu'il y a Thomas qui voudrait prendre la parole, donc je ne sais pas si… Ah, pardon, je n'avais pas vu. Oui, vas-y Thomas. C'est justement sur ce sujet-là, pour avoir été la personne qui, au GROG, pendant quelques mois, quelques années, se chargeait un peu d'une partie de l'actu. Je pense qu'il y a une problématique qui n'est pas neuve, qui est que les magazines qui paraissent tous les 2 ou 3 mois ne peuvent pas être au top de l'actu. Ça, c'est juste impossible. Ça a par contre une valeur pour des gens qui lisent leur mag périodiquement, puis qui vont découvrir. Je sais que nous, à Casus, il y a un gros travail qui est fait sur les éditeurs outre-Atlantique, sur parfois les éditeurs allemands aussi ou scandinaves. Et puis, certains lecteurs, je suis sûr, découvrent ça parce qu'ils ne peuvent pas suivre toute l'actu. Même si on est dans un monde d'instantanéité, c'est un travail à temps plein presque de suivre l'actu et de retranscrire. Puis, il y a une problématique, et ça, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir Rollis TV là-dessus. Il y a une problématique de monétiser l'actu. Même si on fait de la vidéo, même si on fait du Twitter, même si on fait quelque chose en live sur l'actu, comment on perçoit un revenu, comment on pérennise cette activité de manière financière, ça c'est, je pense, une équation qui n'a pas encore été totalement résolue. Merci. Julien, du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu mettrais de l'actu dans Dissident ou est-ce que tu penses que c'était le bon choix il y a 10 ans de ça? Non, je pense que je ferais exactement pareil. Dès le départ, on avait clairement décidé qu'on ne pouvait pas être plus rapide que le web de toute façon. Donc, on avait pris le parti dans un premier temps de faire à 90% que du contenu froid, comme a dit Thomas. C'est-à-dire du contenu qui peut être relu plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, du jeu, parce que avec un rythme de parution d'un magazine, c'était vraiment trop compliqué, surtout dans le jeu de rôle où les plannings sont compliqués à tenir. Et c'est pour ça que Vincent, chez nous, a eu l'idée de faire le fixe quelques mois après, en fait. Et on est parti là-dessus. Il y avait vraiment une entité mag et une entité web qui faisait l'actu
qui gérait ça et qui, 10 ans plus tard, est encore là, quoi. Et par rapport à Rollist TV, oui, aujourd'hui, c'est clairement le média numéro 1, je pense, pour le jeu de rôle, mais ils ne viennent pas non plus nulle part. Ça fait presque 10 ans, je pense, qu'ils existent. Ils ont commencé tout petits aussi. Je me rappelle d'eux sur les premiers salons, ils avaient presque pas de matos, ils étaient vraiment comme ils pouvaient, mais ils se sont accrochés, ils ont mis en place un Tipeee qui fonctionne bien apparemment. Et ça marche très bien aujourd'hui. Quand on les a vus sur Octogone, vraiment, c'était vraiment une grosse équipe impressionnante. Et c'est vraiment cool de voir ça aujourd'hui pour le JDR. Est-ce que vous avez… Alors, oui, si, une petite anecdote sur Dissident. Je me souviens que nous, précurseurs, on avait décidé à cette époque-là de tenter le coup du QR code. Tu te souviens de ça? Et c'était bien avant les QR codes d'aujourd'hui et du scan de QR code de la pandémie. On avait cette idée-là. Je ne sais pas d'ailleurs d'où elle était venue, qui avait eu cette idée-là, mais c'était un petit côté gadget comme ça, un peu. Et en même temps, ça répondait à une volonté d'être un peu transmédia. Je ne sais pas si dans les autres magazines, vous avez placé aussi des QR codes à un moment ou à un autre. Ouais, nous, on en a. Il me semble, ouais, dans le Mac. Nous, en fait, quand on doit parler de quelque chose où, par ailleurs, ça nous paraît pertinent de mentionner un site, quel qu'il soit, en fait, plutôt que on écrit l'URL, évidemment, dans le corps de texte, mais on met aussi le QR code dans la marge parce que c'est plus rapide. Et en fait, nous, on a commencé il y a 2 ans de ça, et justement, parce que j'avais un décidant dans les mains. Et justement, dans la démarche de ce que disait Julien, c'est-à-dire, tu le reprends et tu dis, tiens, c'était il y a quelques années, qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est parce que tu veux te réintéresser à un jeu, tu fais un peu le point, tu dis, attends, mais il y a dans Titan, il y avait un truc. Et je feuilletais et j'ai vu ça et je me suis dit, mais oui, mais oui. Et voilà, donc c'est grâce à vous, que ce soit dit. Donc ça marchait bien. Est-ce que vous avez des projets dans vos cartons pour assurer l'avenir de vos titres, sans dévoiler peut-être les plans stratégiques ultra secrets, mais est-ce qu'il y a des choses dont vous pouvez déjà parler? Est-ce que vous avez des projets dans les cartons pour suivre ces évolutions nécessaires, pour innover? Côté innovation, qu'est-ce que vous avez en ligne de mire? En presse. Que en presse? En presse, oui. C'est pas vraiment des projets, on a des envies, mais après, comme on le dit depuis le départ, c'est-à-dire qu'on a un périmètre d'économie qui est atrophié, donc on court après les bonnes idées avec un gros élastique accroché dans le dos, et puis après, Thomas disait aussi tout à l'heure, voilà, l'activité aussi éditeur, c'est-à-dire que tu vois, moi j'ai la chance de pouvoir intervenir là comme ça en journée, parce qu'aujourd'hui le jeu c'est mon travail depuis presque 25 ans, mais le fait est que quand tu es comme moi et que tu travailles dans le jeu depuis 25 ans, tu as diverses activités parce que comme pour le coup, le statut de journaliste, quels que soient les sujets que tu travailles, fait que tu es amené à avoir cette polyvalence si tu veux effectivement pouvoir prétendre à en vivre. Donc oui, des projets, il y en a. On évoque souvent avec Titam le fait qu'il y ait une version numérique de JDR Mag sous forme d'un site. Là, ça y est, il est disponible en PDF sur le site. Donc, pour répondre à une des questions qui a été posée, je pense que Thomas est comme moi, les chiffres qu'on annonce, c'est hors flux comme en numérique. Mais voilà, faire un site, c'est aussi pouvoir mettre une actualité avec une fréquence encore plus importante pour que le site paraisse vivant. Et tout à l'heure, je vous disais, déjà, on est bien content que ce soit trimestriel. Donc, on ne franchit pas le pas parce qu'on a peur de devenir fou et de ne pas y arriver, quoi. Du côté de Cassius, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Est-ce qu'il y a des projets porteurs d'avenir? On l'espère, ouais. Bon, c'est pas un scoop, et puis de toute façon, on n'en est pas encore là, mais ça fait
Ça doit bien faire 2 ans maintenant qu'on réfléchit à une nouvelle formule du magazine, à la façon dont on voudrait le réformer, ce qu'on voudrait aménager, faire évoluer, etc. Mais pour tout un tas de raisons, c'est très délicat de toucher un titre de presse parce qu'on a vite fait de perdre les habitués sans forcément gagner des nouveaux. Il faut à la fois savoir préserver une bonne dynamique et en même temps apporter de la nouveauté avant de lasser. Bref, toucher une nouvelle formule d'un magazine, pour moi qui fait de la presse depuis 2005, c'est le dossier le plus délicat. Donc, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, mais voilà, c'est une réflexion qu'on mène avec Black Book et puis avec la rédac depuis au moins 2 ans. On a des pistes. En fait, elles ne sont pas encore totalement tranchées en interne, donc c'est difficile de les présenter. Voilà. Et puis après, plus largement, le dernier financement participatif de Roll and Play, donc la chaîne de Black Book, voit naître tout un tas de médias nouveaux et de choses nouvelles qu'on va proposer, on va dire, via ce canal-là, comme une campagne en chroniques oubliées contemporains, la campagne de Mehdi Greenberg sur Twitch en direct, voilà, et puis tout un tas de choses. Donc on continue à vouloir tenter d'innover sans forcément inventer des choses qui sont totalement nouvelles, mais voilà. Et Julien de Jaeger, si on était il y a 10 ans de ça, ou si tu retrouvais la possibilité de le faire, ce serait quoi le projet sur lequel tu te lancerais? Qu'est-ce qui te ferait envie aujourd'hui? Ah ben, clairement, même sur le fixe, ça fait plusieurs fois que je les pousse pour essayer de faire un contenu plus dynamique. Hein. Ça, c'est pas, ça, ils le savent très bien. Je suis même probablement chiant avec ça, quoi. Même si je me suis éloigné un petit peu de l'équipe. Je pense vraiment que le format vidéo est devenu presque incontournable pour l'actu. Ce qui ne veut pas dire que les autres formats ne servent à rien, hein, mais c'est un moyen vraiment qui est devenu extrêmement répandu pour l'info, pour la consommer rapidement, de façon ludique. Et donc, ouais, aujourd'hui, clairement, si je relançais un truc, ça serait plus sur Twitch ou un truc comme ça, quoi. Ok. Alors, la programmation du Relevant cette année, la programmation, on va dire, culturelle du Relevant, c'est Diane Disposito, qui est l'actuelle vice-présidente de la Fédé, qui l'a conçue, qui l'a voulu comme ça. Et il y a une large part qui est faite aux différents usages du jeu de rôle, c'est-à-dire aussi des usages thérapeutiques ou pédagogiques ou sociaux ou tournés vers la recherche. Est-ce que vous verriez intégrer, alors c'est déjà bien sûr un peu le cas avec la rubrique aspirine par exemple dans Jeu de rôle mag, mais est-ce que vous verriez intégrer cette dimension-là, des usages diversifiés du jeu de rôle dans vos pages? Si tu veux, moi je peux… Publication de colloques ou autre. Oui, vas-y Thomas. Régulièrement, on est attentif à ça. Par exemple, on vient de démarrer une nouvelle rubrique avec Sébastien Fajal, qui est prof dans un collège dans le sud de la France et qui nous raconte dans Casus. C'était le cas dans le dernier numéro, et puis on va poursuivre une petite série. Ses expériences en collège. On avait fait il y a quelques numéros, on avait été contacté par des universitaires très sérieux qui mettaient en place un jeu de rôle pour la colonisation de la Lune ou de Mars, je ne sais plus, et ils voulaient des rôlistes. Je crois qu'ils t'avaient contacté, Thomas, d'ailleurs, mais
vu que tu étais au Québec, c'est Géraud qui y était allé et qui nous avait fait c'est Mars, ouais, merci Thomas, qui nous avait fait un compte-rendu, interview des journées de colloque où vraiment le JDR était au cœur de la modélisation de ce que ça pouvait être. Je me rappelle avoir fait aussi, on a fait une interview dans Casus d'un infirmier qui bosse en hôpital psychiatrique et qui nous racontait quelle pratique du jeu de rôle lui mettait en place pour effectivement dans un cadre thérapeutique. Enfin bref, il y a plein d'usages, j'en oublie certainement, mais comme je le disais tout à l'heure, on est attaché, en fait, si tu veux, le concept de Casus, c'est de dire on a 256 pages et on essaye de parler à tous ceux qui s'intéressent au jeu de rôle et à tous ceux qui jouent au jeu de rôle d'une façon ou d'une autre. Évidemment, il y a toujours des courants mainstream, c'est-à-dire qu'il n'échappera à personne qu'il y a souvent un scénario pour du Dungeons and Dragons-like dans Casus, la même chose avec l'appel de Cthulhu, mais on fait attention à essayer d'être le plus inclusif possible, y compris sur les différentes pratiques de jeu de rôle. On parle régulièrement, et elle était chez nous, de Génie et de ses publications avec la nouvelle maison d'édition Dystopia. Elle a tenu une chronique chez nous. Voilà, on est attentif justement aux autres usages du JDR, à sa démocratisation, comment dire, au fait qu'il désormais il instille plein de pans de la société. Donc ouais, notre pagination et la volonté qu'on a sur la ligne éditoriale fait qu'à chaque fois qu'on en a l'occasion, on essaye de faire ça et d'en parler. Du côté de Jeux de rôle mag, rubrique aspirine, c'est depuis combien d'années que cette rubrique paraît? Ah bah depuis que Titam a repris, parce que c'était quelque chose qui tenait énormément à cœur à Isabelle, qui était très qualifiée sur beaucoup de sujets d'histoire, de littérature, et qui menait énormément d'initiatives dans les établissements où elle a travaillé, avec les élèves, mais aussi avec les adultes. Et c'est vrai que je pense que cet aspect un peu publication sérieux, colloque auquel elle participait, ça a disparu un petit peu d'aspirine avec la disparition d'Isabelle, parce qu'on ne se sent pas le traiter aussi bien qu'elle le ferait. Donc on est très heureux quand Coralie David nous propose quelque chose, quand William Blanc nous propose quelque chose, quand des gens qui viennent de secteurs vraiment de la réflexion universitaire parlent du jeu de rôle ou parlent des univers qui inspirent le jeu de rôle. Et comme Thomas, les portes sont grandes ouvertes et on essaie de donner la parole à tout le monde. Mais le fait est que ces articles-là aussi, c'est un travail de très très longue haleine. Moi, j'ai découvert au contact de ces auteurs-là que c'est des gens extrêmement minutieux dans leur travail. Et pour le coup, presque le rythme d'un trimestriel, c'est presque effrayant pour eux, parce que pour traiter sérieusement un sujet universitaire, ça ne les dérange pas de prendre plusieurs mois pour publier 10 000 signes, mais qui seront irréfutables. Or, nous, on leur dit, non, mais dans 2 mois, là, on met sous presse, tu vois, on en a besoin, quoi. Donc, voilà. Donc, quand ça se présente, c'est publié, et il faut leur laisser le temps de venir nous voir et de nous parler des sujets qui les préoccupent. Oui, c'est vrai que le rythme des publications universitaires n'est pas du tout celui de la presse, effectivement, et que pour en faire de temps en temps, ça prend effectivement un temps considérable. Déjà, un par an, ça me paraît énorme. Alors, un tous les 3 mois, ce serait effectivement un rythme insoutenable. On va arriver au moment où peut-être on peut revenir sur certaines questions qui ont été posées dans les commentaires, ou prendre des questions des gens qui sont là, qui nous écoutent et qui auraient envie de s'adresser directement à vous, et demander aussi peut-être à Pierre Rosenthal s'il nous écoute là, si c'est un peu ce qu'il avait en tête, ou s'il voyait d'autres choses qu'il aurait souhaité qu'on évoque. Je vois qu'il y a Philippe Jaillet qui est là aussi, s'il veut prendre la parole. Il ne faut pas hésiter. Vous posez les… Alors, pour Pierre, c'est bon. Ne pas hésiter à poser les questions maintenant, si vous le souhaitez. Sinon, je voulais vous demander aussi, en question subsidiaire, ce que vous pensez des petites
vignettes jeux de rôle, des petites encarts jeux de rôle qui peuvent paraître ici et là. Alors, par exemple, il y a Geek le Mac qui a commencé à introduire du jeu de rôle. Il y a déjà pas mal de numéros. Et de temps en temps, on retrouve du jeu de rôle, parfois un peu par surprise même. On feuillette un magazine et on se dit, tiens, là, il y a un petit encart jeu de rôle, il y a un petit contenu qui s'apparente à du jeu de rôle. Alors, parfois, ça s'intitule Escape Game. Et en fait, quand on regarde, c'est plutôt du jeu de rôle. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites accroches jeux de rôle dans la presse ou dans d'autres médias, vous qui représentez vraiment le cœur de la presse rôliste, qu'est-ce que vous pensez de cette petite de ces petits éclairages jeux de rôle qu'il peut y avoir à droite et à gauche comme ça, de façon sporadique? Est-ce que pour les pigistes, est-ce que c'est une façon aussi, puisque Thomas, tu es là pour en parler, est-ce que pour les pigistes, c'est une façon de trouver à s'employer, de diversifier aussi ce qu'on peut proposer? Je pense que dans le milieu du jeu en général, il y a beaucoup de rôlistes et beaucoup de personnes pour qui le jeu de rôle reste un truc un peu à part. Et je pense qu'on voit chez des éditeurs traditionnels, là, dernièrement il y a eu Hachette, il y a eu Larousse, chez les éditeurs de jeux de plateau, on voit une envie de proposer des trucs qui se rapprochent. Puis après, ça a toujours été le cas. Là. Historiquement, le jeu de rôle a donné beaucoup aux jeux vidéo, aux jeux de plateau, et il n'y a pas forcément eu beaucoup en retour pour l'instant. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait un retour de tous ces univers-là qui rendent au jeu de rôle tout simplement ce qu'ils ont puisé à l'origine, quoi. Et on voit, moi je suis un grand fan de jeux de plateau, et on voit de plus en plus, je pense que vous avez une table ronde là-dessus d'ailleurs, des formes de jeux de rôle qui sont de plus en plus diversifiées. La forme des années 90 du bouquin de 250 pages, ça reste une forme qui existe, mais il y a vraiment de plus en plus de trucs qui se font et de plus en plus variés. Donc, moi, je le prends plutôt comme un signe des temps que le jeu de rôle redevient le jeu des jeux où tout le monde a envie de participer, quoi. C'est vrai que depuis 2-3 ans, sur les linéaires, on a vu arriver les boîtes d'initiation pour Noël notamment, etc. Il y en a une actuellement là que j'ai repérée qui est à moins de 20 €, avec un contenu qui paraît très intéressant. Donc, on est sur, je crois que c'est 19 € quelque chose. On est sur vraiment des entrées en matière à des prix défiant toute concurrence, en fait, quoi. Donc, c'est de nouveau, comme c'était le cas dans les années 80, c'est de nouveau dans les grandes surfaces, de nouveau dans les Fnac et les Cultura, etc., quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là. À moins que vous ayez d'autres points que vous vouliez évoquer ou d'autres questions que vous auriez voulu que je vous pose, mais je vais vous annoncer la suite du programme, puisqu'il y a encore un programme très fourni pour les 2 jours qui viennent. Vous aurez l'occasion, je pense, de jeter un coup d'œil sur les conférences en replay, puisqu'il y en a plusieurs en même temps. Pendant qu'on était en train de parler, il y avait une masterclass de Julien Pirou sur justement la diversité des approches à travers l'histoire du jeu de rôle. Puis il y avait aussi une conférence sur le handicap et la neuroatypie à travers l'accès au jeu de rôle, l'accessibilité et l'inclusion. Juste après nous, il y aura une table ronde sur le jeu de rôle en ligne, donc les alternatives à Roll20 et puis à Discord, quelles autres solutions pour faire du jeu de rôle en ligne. Il y aura aussi en même temps sur un autre canal jeu de rôle et management, pourquoi les entreprises devraient s'intéresser au jeu de rôle, avec des témoignages de formateurs et de formatrices. Donc, dans les domaines que je citais tout à l'heure, je vais oublier de citer le domaine professionnel, le management notamment. À 18 h, vous aurez les problématiques des associations de jeux de rôle. Là, on en revient à une des raisons d'être de la Fédération française de jeux de rôle, c'est-à-dire développer la pratique du jeu de rôle dans les associations et dans les clubs. Et puis, à 20 h, une sorte de tour du monde du jeu de rôle avec le jeu de rôle hors des frontières françaises. Donc, les communautés rôlistes à l'étranger, que ce soit les rôlistes londoniens, les rôlistes en Californie, etc. Et avec leurs différentes approches, leurs différentes pratiques.
Il y aura aussi, toujours à 20h, une table ronde sur les nuances entre jeux de société, théâtre et jeux de rôle, avec des professionnels du théâtre notamment. Et puis, en fin de soirée, à 22h, jeux de rôle et streaming, les usages et les évolutions pour les communautés rôlistes du streaming. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui retransmettent nos tables rondes sur Twitch et sur d'autres canaux de stream. Et puis, dernière table ronde de la journée, il y aura organisé un événement de jeu de rôle dans cette période de Covid, dans le cadre du Covid. Comment s'adapter, quelles règles respecter, quel protocole mettre en place pour pouvoir organiser des événements qui soient avec le moins de risques de contamination possible et puis qui restent conviviaux. Et on a vu là la reprise des festivals de jeux de rôle. J'étais à Octogone et puis aussi aux Utopiales. Ça faisait vraiment beaucoup de bien de se retrouver comme avant, j'ai envie de dire. Mais pour autant, c'est une reprise qui reste quand même encore un peu timide. Aux Utopiales notamment, ce n'était pas la grande envergure des nuits ludiques des années précédentes. Même à Octogone, je trouvais que c'était encore un petit peu, voilà, tout le monde était encore un peu sous le coup du Covid, donc c'était encore un peu timide, mais bon, ça repart et je pense qu'on va pouvoir connaître à nouveau de beaux événements. Il y aura le FIGE à Cannes. Je ne sais pas qui parmi vous sera au Festival international du jeu à Cannes en février. Il y en a qui y seront. Sébastien, ouais, peut-être on s'y verra. Il y aura certainement Black Book. Il y aura bien un stand Black Book, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir été là pour discuter de tout ça aujourd'hui. Je vous promets que je vais faire tout mon possible pour que l'année prochaine, on puisse se faire une table ronde un peu du même style, mais avec Rollis TV et avec peut-être d'autres acteurs de la presse vidéo ou plus grand public. On va essayer de se renouveler d'une année sur l'autre. Donc, voilà. Et je serais content de vous entendre à cette occasion-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je vous rappelle que tout ça est au profit, au bénéfice d'associations caritatives qui interviennent dans le milieu hospitalier pour essayer d'améliorer la vie et le quotidien des enfants qui sont hospitalisés en longue durée ou des personnes âgées aussi. Donc les Blues Roses pour la France avec son antenne des Blues Roses de Rennes, la Fondation Théodora pour la Suisse. Je regarde en même temps le compteur de nos amis suisses et ils sont en train de faire un tabac là. En même temps qu'on parle, du côté de la Suisse, ça fait beaucoup de parties filmées. Et puis Hopicloun pour la Belgique. Alors je rappelle qu'au niveau de la Belgique et du Luxembourg, on va alterner. Cette année, c'est un bénéficiaire pour la Belgique, Hopicloun, et l'année prochaine, ce sera le tour du Luxembourg et on alternera comme ça. Et puis, on a aussi beaucoup de participants du Québec. On n'a pas de bénéficiaires québécois cette année parce que le Roll Event, il se construit d'une année sur l'autre. Donc, cette année, il n'y a pas encore de bénéficiaires québécois, mais j'espère bien que ce sera le cas pour l'année prochaine, qu'on puisse aussi faire bénéficier une fondation ou un organisme québécois. Mais en tout cas, il y a beaucoup de participants et d'intervenants sur les tables rondes qui nous viennent du Québec. Donc, c'est super. Ça nous permet aussi de voir toute la diversité des accents, mais aussi des visages et des pratiques du jeu de rôle dans la francophonie. Merci beaucoup. On s'arrête là. Bonne suite de Roll Event et bonne fin de journée à tout le monde. Merci.